Votre Majesté, l'inauguration de cette première pierre de maison commune et cette foule enthousiaste qui vous acclame symbolise, je suppose, toute une politique qui est la vôtre de progrès social, économique, de démocratisation dans l'attachement à la monarchie. Est-ce bien exact? Il est exact que le combat de libération d'un pays doit passer par plusieurs phases. D'abord, une phase de libération politique. Et c'est celle-là même que, durant 30 années, mon regretté père a entreprise et a réalisé grâce à Dieu, grâce à l'attachement de son peuple, et grâce aussi à la prise de conscience de l'élite marocaine. Il fallait entreprendre les assises capables de préserver cette libération politique. Et ces assises ne peuvent pas être autre chose qu'un combat contre l'ignorance, contre le sous-développement, contre le sous-emploi, contre l'ignorance, contre le manque de cadres. Car étant un pays sous-développé, mais conscient de son sous-développement et voulant en sortir, il fallait absolument entreprendre cette libération. Quant à l'attachement à la monarchie, je ne puis personnellement, moi, que rester attaché à la saine monarchie. L'attachement à la monarchie, lui, doit venir de mon peuple. Grâce à Dieu, il l'a jusqu'ici témoigné à différentes occasions, à travers des siècles, et ces dernières années à travers des décades. À travers bien des péripéties, jamais il ne s'est départi de son attachement à ma famille, à la personne de mon père, attachement qu'il a bien voulu reporter sur moi. Je souhaite tout simplement que ce courant de pensée et de sentiments soit appuyé dans l'avenir par des réalisations concrètes qui montreront que la monarchie et le peuple ne sont pas faits seulement pour se saluer, mais aussi pour se servir. Mais il y a une opposition au Maroc, comme dans bien des pays, opposition que vous laissez d'ailleurs fort démocratiquement s'exprimer. En quoi ces buts seraient-ils différents des vôtres? Je ne saurais vous le dire parce que jusqu'à présent, ou elle les a mal exprimés ou elle ne les a pas exprimés du tout. Le GPRA prône l'organisation d'un Maghreb arabe uni. Et il prône en même temps l'organisation d'une Algérie de type socialiste. Comment pourrait-on concilier au sein d'un Maghreb uni une Algérie de type socialiste et le régime marocain qui a des structures, disons, ancestrales quand même? Non, je pense que c'est là un distinguo qui ne se pose qu'à l'égard de la culture européenne, pour ne pas dire occidentale. Car ce Maghreb arabe uni aura comme assise bien générale l'islam, la religion musulmane. Et puis, vous me parlez d'un régime socialiste. Actuellement, je pense qu'il ne faut plus parler de régime socialiste sur le plan politique si on ne parle pas de régime socialiste sur le plan économique. Or, à ce sujet, je ne pense pas qu'il y ait en Afrique plus socialiste que le Maroc, car au XXe siècle, un régime politique ne se distingue pas par son étiquette parlementaire, bourgeois, de type traditionnel ou présidentiel. Il se caractérise surtout par ses assises, c'est-à-dire ses œuvres sociales et ses œuvres économiques. Et je ne pense pas qu'en cela, comme je vous le disais, le Maroc soit moins socialiste que d'autres pays. Cette semaine, c'est seulement deux gouvernements qui ont décidé la création du Maghreb uni. On peut se demander quel rôle serait appelé à jouer un jour la Tunisie. Ce Maghreb arabe uni est formé de plusieurs tranches. Et la place de la Tunisie non seulement reste grande ouverte, mais encore est souhaitable. Et je ne vois pas du tout un Maghreb arabe uni sans la Tunisie. C'est pour cela que sa place à la table est non seulement réservée, mais elle est encore souhaitée. Si la paix se faisait en Algérie, quelle forme de collaboration pourrait exister entre les divers pays du Maghreb? Alors là, très franchement, c'est une question qui, même si elle avait eu sa solution, ferait que je ne pourrais pas vous y répondre d'une façon précise, car je ne saurais préjuger de ce qui sera décidé par les trois pays ou ensemble, ou par les pays du Maghreb arabe uni. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de formes d'associations dans le monde. Nous prendrons celle qui répond le plus au courant de l'histoire,
c'est-à-dire une sorte de fraternité, de consanguinité. Nous sommes des coreligionnaires, consanguins, même langue, même race, même problème. Nous prendrons aussi l'association qui répondra à nos objectifs économiques, car nous sommes tous des pays à climat méditerranéen. Nous avons donc à peu près sur le plan agricole les mêmes productions. Nous avons les mêmes marchés, les mêmes clients, donc les mêmes concurrences. Sur le plan du sous-sol, je pense qu'il y a une certaine complémentarité. Enfin, quant à l'énergie, je pense que le transport de l'énergie, le transit même de cette énergie, le problème des ports, le problème de nos positions respectives sur le plan de la stratégie ou sur le plan de l'aéronautique, tout cela pèsera d'un très gros poids sur la forme que prendra notre association, qui laissera le côté politique de la chose, car je ne vois pas l'un des trois pays essayant de tirer la couverture à soi. Cela n'est ni dans la nature saine des choses, ni de nature à préserver l'avenir. Mais je pense que nous prendrons surtout des assises culturelles, économiques et sociales, et que nous laisserons le côté politique de côté.